C'est sans doute aujourd'hui, en tout cas on va voir avec Nicolas Provomonti la dernière étude incroyable qui révèle qu'en France les immigrés perçoivent un montant moyen de prestations sociales 2 fois supérieur à celui des personnes sans ascendance migratoire. On marque une pause et on revient tout de suite. Ce sont des données jamais présentées jusqu'à aujourd'hui. Et avec Nicolas Provomonti, nous allons en parler. Vous êtes directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Ces données démontrent un constat souvent évoqué, mais parfois contesté dans le débat sur les coûts et les bénéfices de la politique d'immigration. Les populations immigrées et d'origine immigrée perçoivent en moyenne beaucoup plus de prestations sociales que le reste de la population. Quels sont vos chiffres? Écoutez, effectivement, les données que nous avons publiées hier, après analyse détaillée des éléments mis à disposition par l'INSEE sur ces questions, permettent de dresser un constat qui est assez frappant. En moyenne, le montant annuel par personne des prestations sociales perçues par les immigrés en France est 2 fois supérieur au montant perçu par les personnes sans ascendance migratoire. C'est-à-dire que c'est en moyenne 2 400 € par an pour les immigrés contre 1 200 € pour les personnes sans ascendance migratoire. Les prestations sociales, qu'est-ce que c'est? Ce sont les prestations familiales, notamment les allocations familiales, les minima sociaux, le RSA, le minimum vieillesse, les aides au logement, la prise en charge complète ou partielle d'un certain nombre de frais de santé. Les prestations sociales, c'est tout ça. Et une fois qu'on a posé ce constat global, il y a 2 autres constats annexes qui surgissent finalement. Le premier, c'est que ce bénéfice, ce surbénéfice finalement des prestations sociales parmi les immigrés, il varie en fait énormément selon les populations immigrées. Je le disais, en moyenne 2 400 € par an pour les immigrés, mais jusqu'à 3 100 € par an pour les immigrés originaires du continent africain, donc à la fois Maghreb et Afrique subsaharienne, ce qui est donc 3 fois plus que le montant perçu par les personnes sans ascendance migratoire. Et à l'inverse, c'est seulement 1 360 € pour les immigrés originaires du continent européen. Donc là, vous voyez, c'est 2 fois moins que la moyenne des immigrés. Et le deuxième constat, qui est peut-être encore plus inquiétant, c'est que ce différentiel, ce surbénéfice des prestations sociales, il se maintient dans la deuxième génération issue de l'immigration. C'est-à-dire que le montant annuel moyen des prestations perçues par les descendants d'immigrés est de 2 300 €, donc c'est quasiment le même que celui des immigrés de première génération. Oui, parce qu'on peut s'attendre à ce que ça diminue. C'est ça, et c'est un signal qui est assez inquiétant pour le processus d'intégration, parce qu'on reste dans un ordre de grandeur qui est le double de celui des Français sans ascendance migratoire. De tels écarts sont évidemment frappants, mais comment on peut les expliquer, cher Nicolas? Quelles sont les raisons qui, dans la nature de l'immigration reçue en France, aboutissent à une telle situation où une part importante des populations immigrées semble dépendre des prestations sociales? Je dis bien semble dépendre. Bien sûr, mais je dirais qu'il y a 3 raisons principales. La première de toutes, c'est la très faible intégration de l'immigration sur le marché du travail en France. C'est-à-dire que le taux de chômage des immigrés dans notre pays, il est le double de celui des personnes sans ascendance migratoire. Et là, c'est un constat qui continue de se vérifier dans les flux migratoires récents. C'est-à-dire que on a seulement 41% des immigrés extra-européens récents, c'est-à-dire arrivés dans les 5 dernières années, qui sont en âge de travailler, qui occupent effectivement un emploi en France. Donc c'est 30 points de moins que le taux d'emploi des personnes sans ascendance migratoire. Le deuxième constat qui est lié au premier, évidemment, c'est celui d'une pauvreté plus fréquente chez les immigrés. On a environ un tiers, 32% des immigrés en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un taux quasiment 3 fois supérieur à celui des Français sans ascendance migratoire. On parle bien ici de pauvreté relative, c'est-à-dire que bien souvent, on vit mieux en étant pauvre en France qu'on ne vivait dans son pays d'origine. Donc c'est évidemment par rapport à la société française et au niveau de vie. Et ça, évidemment, ça a des ramifications de toutes sortes. Ça implique qu'on va forcément plus recourir aux minima sociaux, qu'on va plus recourir aussi au remboursement de santé, parce qu'avec la pauvreté sont corrélées un certain nombre de pathologies. On peut dire par exemple qu'on a aujourd'hui la moitié des bénéficiaires de l'aide alimentaire en France qui sont des immigrés, et ça c'est un résultat direct de la surpauvreté que j'évoquais. Et puis un troisième constat, c'est celui de la natalité plus forte, significativement plus forte, de certaines populations immigrées, ce qui implique une plus forte consommation des prestations familiales. En 2023, on a eu 30%
des naissances enregistrées en France qui ont été issues d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne. Et si on regarde l'indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme au cours d'une vie, cet indice de fécondité, il est supérieur de moitié chez les immigrés originaires du Maghreb par rapport aux femmes non immigrées, et c'est même le double pour ce qui est des femmes originaires d'Afrique subsaharienne. Donc c'est ce faisceau d'explications finalement qui peut expliquer cette surconsommation. Et je rappelle que vos données sont issues des données de l'INSEE. C'est ça, pour l'essentiel de l'INSEE et d'Eurostat. Ces constats, Nicolas Pouvant-Monty, posent évidemment d'importants problèmes politiques pour l'équilibre des comptes publics, comme pour un sentiment d'équité au sein de la population générale, on l'entend. Si tel est l'objectif, comment pourrait-on agir pour réduire cette surreprésentation de l'immigration dont le bénéfice des prestations sociales et tarir, si elle existe, l'attractivité sociale de la France? Alors c'est évidemment un exercice difficile et qui le devient d'autant plus que les marges de manœuvre du politique se réduisent en matière d'immigration. Elles se réduisent par l'action conjuguée des traités internationaux, du Conseil constitutionnel, on sait tout ça. Mais des marges de manœuvre subsistent néanmoins et elles devraient permettre de faire en sorte que les prestations sociales ne puissent pas devenir en tant que telles le motif décisif d'installation en France. Pour prendre un seul exemple, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, il y a quelques semaines, a pu identifier sur la base des données du ministère de l'Intérieur, cette fois-ci, que le pic des naissances issues de femmes immigrées en France se situe dès un an après leur installation en France, c'est-à-dire qu'il y a 3 fois plus de naissances de ces femmes un an après l'arrivée en France qu'un an avant la migration. Donc on voit que l'arrivée en France est un déclencheur de natalité. Et il se trouve que le délai minimal de résidence pour bénéficier des principales prestations familiales en France est de 9 mois seulement, sans aucune limitation évidemment liée à la nationalité. Donc une piste d'action, ça peut être d'instaurer ou d'élargir ce qu'on appelle le délai de carence pour l'accès à un certain nombre de prestations sociales. Mais plus largement, ça renvoie à la nécessité de refondre l'architecture globale de notre système. C'est-à-dire que on peut parler du système de logement social français qui est unique en Europe et dans lequel les immigrés sont 3 fois plus représentés que les personnes sans ascendance migratoire. On peut parler du fait que la France est d'ailleurs l'un des seuls, si ce n'est le seul pays en Europe à prévoir dans son droit le principe d'un hébergement inconditionnel des personnes, quel que soit leur statut de présence, régulier, irrégulier. Les soins, évidemment, donc l'AME pour les clandestins, on en parle beaucoup, mais aussi la protection universelle maladie pour les demandeurs d'asile, mais aussi la complémentaire santé solidaire pour les étrangers réguliers sous conditions de ressources. Tout ça, bout à bout, fait que la France se rend spécialement attractive pour certaines catégories d'immigration à motivation sanitaire et sociale, pour le dire vite. Il faudra bien s'attaquer globalement à cette architecture si on espère pouvoir réduire ce type d'attractivité migratoire qui finalement est assez peu désiré et assez peu désirable sur un plan politique. Charlotte Dornelas, je vous prends comme ça au pied levé, mais non, mais pourquoi est-ce que en général, on ne veut pas voir ces chiffres et ces faits? Mais parce qu'il y a une appréciation uniquement idéologique de l'immigration en France. Il est impossible de parler calmement de ce sujet, d'analyser en effet la question du poids politique, culturel, économique, financier de cette immigration. C'est une bonne chose, parce que sinon c'est inhumain d'imaginer que ça puisse peser tout simplement sur le pays d'accueil. C'est assez immature comme manière d'aborder la question. En tout cas, ce sont des chiffres inédits et merci beaucoup pour votre présence. Les syndicats